Bientôt une force de stabilisation au Mali. L'annonce a été faite par le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix en séjour dans notre pays. Edmond Muller a aussi abordé les priorités du Mali afin d'aider les autorités de transition à faire face aux défis actuels du pays. Et justement, quel Mali après les élections de juillet 2013? Quelques pistes de réponse données à la faveur du 24e anniversaire de l'organe d'information Djamana. Les conférenciers ont dressé le portrait robot du pouvoir qui devra succéder à la transition en juillet prochain, à découvrir dans ce journal. Bonsoir à tous. Nous sommes samedi 16 mars. Merci de votre présence et toutes nos excuses pour ce léger retard. Le président de la République par intérim, Djankounda Traoré, a reçu en audience Ousmane Diagana, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la coopération entre la Banque mondiale et le Mali, l'état d'exécution des projets et programmes financés par l'institution et les actions à mener pour la réussite de ces projets. Écoutons Ousmane Diagana, il nous fait le point de la coopération entre son institution et notre pays. Il est au micro de Ramata Konati. Nous avons fait très rapidement le point de notre coopération avec le Mali, qui est une coopération qui marche très bien. Nous avons informé son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'état de mise en œuvre des différents projets et programmes que nous finançons au Mali. Globalement, c'est bon. Nous avons un portefeuille qui est très large au Mali et c'est à peu près 750 millions de dollars qui couvrent des secteurs de l'électricité, de l'agriculture, des transports, de la santé, de l'éducation. Tout n'est pas rose. Dans les secteurs d'éducation, le Mali a fait des progrès très importants avec l'appui de la banque et d'autres partenaires. Par rapport à l'accès à l'éducation, mais sincèrement, il y a de graves problèmes de qualité, il y a des problèmes de pertinence. Maintenant, nous allons passer à une vitesse supérieure à la faveur de l'adoption de la feuille de route. Nous avons également parlé de la visite prochaine du vice-président de la Banque mondiale, qui sera là le dimanche le 17 pour 2 jours. Voilà, c'était aussi de voir à l'avenir qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour que les problèmes que j'ai mentionnés tantôt puissent être réglés. Et notons que la Banque mondiale a une portefeuille large d'environ 750 millions de dollars au Mali. L'institution financière intervient dans plusieurs domaines de développement, dont la santé, l'éducation, l'agriculture. Le sous-secrétaire général chargé des opérations de maintien de la paix de l'ONU poursuit sa mission de prospection au Mali. Edmond Muller s'est entretenu ce matin avec le président de la République par intérim, Djankounda Traoré. L'entretien qui s'est déroulé en présence du Premier ministre Diango Sissogo a abordé la question de la transformation de la MISMA à une force de maintien de la paix sous la direction des Nations Unies. Le sous-secrétaire général de l'ONU est à Bamako pour recenser également les besoins et les priorités du Mali afin d'aider les autorités de transition à faire face aux défis actuels du pays. Il s'agit notamment de l'organisation des élections présidentielles et législatives au mois de juillet ainsi que la réconciliation nationale. Voilà, c'était ce matin à la résidence du président Edmond Muller qui s'est entretenu avec le président de la République par intérim. Après les institutions de la République, c'est avec les médias qu'Edmond Muller s'est entretenu. C'était autour d'un point de presse. Il a fait le bilan de sa mission d'une semaine au Mali, mission qu'il a amenée au nord du Mali, notamment à Tombouctou. Le reportage est de Youssouf Diakité. Cette conférence de presse fait le point d'une semaine de mission du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé du maintien de paix au Mali. L'objectif est de préparer l'arrivée de la mission de stabilisation au Mali à l'issue de plusieurs séances d'échange avec les autorités maliennes en vue d'identifier les besoins immédiats qui sont surtout relatifs au retour de l'administration dans les régions précédemment occupées, à la sécurisation totale du pays et à l'organisation des élections générales. Cette composante des droits de l'homme sera très importante dans cette mission. Naturellement, nous allons travailler directement avec beaucoup de ces organisations locales, nationales, communautaires, pour aider à faire face à ce défi qui est assez complexe
au Mali. Sur la proportion entre militaires et civils, on ne connaît pas encore les détails de cette résolution du Conseil de sécurité, mais le Conseil, dès le début, disait que la composante des droits de l'homme, des droits humains, dans cette mission sera très importante. La protection de civils aussi. Et la protection de civils ne se fait pas seulement par des militaires. Enfin, il y a une composante aussi de police. Il y a une composante d'affaires civiles, une composante de formation dans certains domaines. Alors, je dirais que la plupart du personnel sera militaire. Ça, on ne sait pas encore combien, mais la composante civile sera aussi importante. La mission de stabilisation des Nations Unies sera opérationnelle au Mali à partir de mi-avril, précise le sous-secrétaire général des Nations Unies. Edmond Millet de rappeler le rôle principal dévolu à cette mission qui est d'accroître les capacités opérationnelles de l'armée malienne et d'accompagner la MISMA dans ses activités de stabilisation du pays. C'était pour répondre aux questions des journalistes. D'autres questions soulevées par les confrères, à savoir la possibilité d'organiser des élections d'ici le 31 juillet 2013, le budget de la mission de stabilisation de l'ONU au Mali. En réponse à ces questions, le sous-secrétaire général précise qu'il est urgent d'avoir un gouvernement démocratiquement élu avant d'édifier que c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies de définir le budget de la mission de stabilisation de l'ONU au Mali. Autre visite de personnalité au Mali, celle du premier secrétaire du Parti socialiste français après s'être rendu à la présidence et la primature. C'est à l'Assemblée nationale qu'Harlem Désir a été reçu ce matin. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Bourama Traoré. Le message fort que j'ai voulu passer à travers cette visite, dans les rencontres avec le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, c'est un message de soutien, d'amitié, de solidarité pour la phase qui vient, qui est celle, après l'action militaire, de l'action démocratique et de l'action de développement. Il faut que le Mali sache que nous serons à ce rendez-vous aussi. Et maintenant, il faut passer à la phase des élections démocratiques pour donner toute leur légitimité aux futures institutions maliennes. Et il faut donc s'assurer, et c'est le sens du dialogue que nous avons eu avec les autorités politiques, avec les partis politiques, que tous les citoyens pourront bien s'exprimer, que tous pourront participer à ces élections, qu'elles se feront de façon transparente. Et nous voulons aider les partis politiques à bien préparer ces élections. Et pour nous, il est extrêmement important d'avoir un partenariat avec les parlementaires maliens. Il faut aussi qu'on intensifie les relations entre les représentants des peuples en France et au Mali. Il faut qu'après le soutien militaire, il y ait maintenant le soutien populaire. Et ce soutien populaire, il passe par la coopération entre les parlementaires. Le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest au Mali a procédé hier soir au lancement de ses activités pour l'année en cours. Les opérateurs économiques du pays avec les responsables des départements en charge du commerce, de l'économie ont abordé des sujets relatifs aux différentes préoccupations du secteur privé pour la relance économique. La rencontre avait pour thème mesures et soutien à l'économie nationale pour une sortie des crises. Adama Koudjou. Cette rentrée annuelle 2013 du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest au Mali intervient au moment où le secteur est fortement touché par la crise que vit le pays. La soirée a permis aux opérateurs économiques du pays et à leurs partenaires d'échanger sur les voies et moyens pour la relance économique au Mali. Le thème de la rencontre est « Mesures de soutien à l'économie nationale pour une sortie de crise ». Il faut que l'État, avec l'aide budgétaire, commence par faire en sorte que l'endettement de l'État par rapport au secteur privé s'efface progressivement et le plus rapidement possible. S'il y a une chose qui est à faire, et elle est entamée déjà, c'est celle-là, il faut la faire aboutir parce que c'est indispensable. Pour l'amélioration du cadre du climat des affaires, l'État entend jouer toute sa partition, rassure le ministre en charge de l'économie. Et la relance économique figure parmi les priorités car sans développement, il n'y a pas de paix. À l'occasion de l'adoption de la loi de
finances 2013 plusieurs mesures fiscales qui réduisent notamment le taux de l'impôt sur les sociétés, qui réduisent le taux de taxation sur les plus-values de cessions immobilières, qui annulent le principe de la dette. Donc une série de mesures comme ça sont prévues dans la loi des finances 2013. En dehors de cela, déjà dans le budget 2013 tel qu'il a été adopté par l'Assemblée en décembre dernier, il y avait une prévision de reprendre tous les vastes projets, notamment dans le secteur agricole. Nous avons décidé d'ajouter d'autres programmes d'investissement. Plusieurs milliards d'arriérés dus par le trésor d'entreprise vont être payés. Au cours des débats, des suggestions ont été faites par certains entrepreneurs pour l'élaboration d'un plan Marshall pour le Mali, à l'instar de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, en vue d'une relance efficace de l'économie nationale. 3 projections de films sur l'impact de la crise sur l'économie, les préoccupations du secteur privé et les mesures envisagées par l'État ont marqué les activités de la soirée. 53 millions de francs CFA, c'est le dernier montant en date remis au ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. Le geste est de 11 groupes. Abdul Karim Kaba nous en parle. Une soirée riche en donations au ministère de l'Économie et des Finances. Ils étaient 11 groupes à donner de l'argent pour leur participation à l'effort de guerre. Environ 53 millions de francs CFA ont été réceptionnés. 15 millions environ proviennent de Vivo Énergie Mali. 11 millions des travailleurs de l'Institut d'économie rurale. 3 millions des travailleurs de la mine d'or de Morila. 3 millions également pour les membres de l'association Guinée-Dogon. Les travailleurs de Kafo-Guinée ont remis environ 2 millions. Les ressortissants de la 3e région installés en France, 1 million. L'association Bienkounda a contribué à hauteur d'1 million. Les travailleurs de l'Agence de développement rural du fleuve Sénégal et les ressortissants de Gabero dans la région de Gao ne sont pas restés en marge. Chaque groupement a remis 500 000 francs CFA. Les Maliens de New York ont contribué environ 2 millions. Au même moment, le ministère de la Défense remettait les 12 millions de dons réceptionnés à son niveau. Le ministre délégué chargé du budget a salué les différents donateurs avant de réaffirmer l'engagement du gouvernement pour la bonne gestion des sommes reçues. Le gouvernement s'en réjouit, le gouvernement s'en félicite, parce que quand le pays est en danger, c'est vrai que c'est douloureux de vivre une guerre, c'est vrai que c'est douloureux de faire une guerre, mais c'est réconfortant que chaque peuple, chaque individu, chaque citoyen est uni derrière son peuple, derrière son armée, pour une cause commune, libérer le pays. Ces fonds ainsi collectés dignement, ces fonds collectés pour une noble cause, seront aussi utilisés pour la noble cause. Ces gestes s'inscrivent dans l'élan de solidarité prôné par le président de la République par intérim en cette période de guerre. Remise de vivres aux femmes déplacées des régions du Nord, un geste du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées en partenariat avec le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. La valeur du don est estimée à près de 44 millions de francs CFA. Fatoumata Kouni. Composé essentiellement de riz, de sucre et d'huile, ce don est réparti entre au moins une centaine de femmes déplacées des régions du Nord. D'une valeur de 44 millions de francs CFA, ces vivres garantiront les quelques jours qui restent avant le retour au bercail des bénéficiaires. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de commencer à préparer les retours. Mais ce que nous souhaitons, c'est que très prochainement, que les conditions soient réunies pour que nous puissions plutôt vous accompagner dans l'autre sens, et que les aides qui vont se faire puissent vous être faites, chacune de vous, dans sa famille. Et les bénéficiaires promettent de brandir haut le drapeau malien. Nous nous engageons ici et là pour que le drapeau de la paix flotte sur tous les toits et qu'il mérite dans nos cœurs. Nous nous engageons aussi pour que l'étincelle de la solidarité et de la fraternité ne s'éteindra jamais. Ce don est l'œuvre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. À cela s'ajoute l'aide fournie par le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Un geste qui s'inscrit dans la droite ligne des objectifs assignés à ce réseau. Notre objectif est d'aider à l'application des principaux plans d'action ou conventions des Nations Unies concernant les femmes.
Pour l'occasion, 2 membres du gouvernement ont fait le déplacement pour signifier le soutien du gouvernement. Et maintenant, cette question, quel Mali après les élections de juillet 2013? C'était le thème de la conférence débat que le journal Les Échos a initié aujourd'hui à la Maison de la Presse à la faveur du 24e anniversaire de cet organe d'information de Djamana. 5 conférenciers politiques et de la société civile ont dressé le portrait robot du pouvoir qui devra succéder à la transition en juillet prochain. Les explications, c'est avec Souri Ibrahima Keïta. Il n'est pas souvent d'accord avec ce que vous dites depuis 24 ans, mais l'organe d'information de Djamana se bat toujours pour que vous puissiez le dire. D'où le menu de l'anniversaire version 2013. Quel Mali après les élections de juillet 2013? On n'est pas loin d'ouvrir la boîte de Pandore. Le gros nuage plane sur l'expression. En ces temps incertains où l'histoire bégaye, parler de la longue lutte de notre peuple irrite beaucoup dans les milieux bien pensants. Nous aurons tous compris que c'est pratiquement un nouvel État qu'il faut construire, qu'il faut un nouvel élan à la démocratie malienne. Le 24e anniversaire a d'abord procédé à un nécessaire rappel des fautes originelles et des complicités actives ou passives qui ont failli récemment coûter la République au Mali. Chat échaudé craignant l'eau froide, eh bien, des acteurs politiques conférenciers voudront volontiers dresser une esquisse idéale du pouvoir post-électoral, une transition post-transition, des réformes approfondies. Le prochain président de la République, quel qu'il soit, doit se concevoir et doit être perçu comme un président de transition qui doit inaugurer un quinquennat de réforme après avoir tiré les leçons, toutes les leçons de la crise que le Mali a connue. La vision de l'ensemble des Maliens et des Maliennes, instruits ou non instruits, c'est la construction d'un État fort, d'un État juste. Pour aller à un Mali, les Malicrois, on doit s'assurer d'abord que l'élection qui est planifiée pour le mois de juillet, que les conditions sont remplies pour qu'elle soit une élection qui va permettre de porter quelqu'un à Koulouba par la voix du peuple et non par la voix de l'argent. Que ces élections ne donnent pas lieu, comme dans certains pays, à des batailles ou à des guerres post-électorales. Nous ne voulons pas ajouter une guerre à une autre guerre. Chacun voit midi à sa porte, c'est sûr, mais les menaces qui planent aujourd'hui sur le Mali exigent un minimum d'écoute, même de la part de ceux que l'autre a appelés Fadin Sago. Les contre-valeurs ont chassé les valeurs universelles. Le vice a chassé la vertu. Que nous reste-t-il après ce que nous avons vécu au nord et au sud de notre pays depuis bientôt 1 an? 3h15 de débat houleux pour un anniversaire version état d'urgence sur lequel a plané l'ombre d'une interpellation décriée du journaliste du confrère Le Républicain. Et conférence de presse du réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, le diagnostic du processus électoral, les préparatifs des élections prévues dans 3 mois étaient entre autres sujets abordés. Les membres du réseau ont salué le consensus sur le fichier biométrique issu du RAVEC. Les conférenciers ont également eu une pensée pour le directeur de publication du journal Le Républicain, Boukari Dao, arrêté par la sécurité d'État et récemment transféré à la brigade d'investigation judiciaire. Ramata Konaté, compte rendu. À 3 mois des élections, le processus électoral constitue naturellement le sujet de toutes les préoccupations. Si le réseau APEM se réjouit de certaines avancées, tel le choix définitif et unanime du fichier biométrique, il constate cependant des faiblesses. Absence de chronogramme des élections de 2013, la question du fichier électoral RAVEC ou NINA n'est pas définitivement réglée, la loi électorale n'est pas relue et
Il n'y a pas de communication sur le vote des populations déplacées et réfugiées. Faiblesse des partis politiques à jouer pleinement leur rôle. On ne sent pas du tout les partis politiques. Faible implication de la société civile. Pour pallier ces difficultés et contribuer à la réussite des prochaines élections, le réseau a ses propositions. Aujourd'hui, on demande à ce que le RAVEC soit nettoyé. Parce que le fichier RAVEC qui sert pour les élections de juillet 2013 à travers le NINA, ce qu'on a dit numéro d'identification nationale, il faut toiletter. Ceux qui sont morts avant décembre, le 31 décembre 2012, ou bien avant aujourd'hui, il faut les enlever du fichier. Et ceux qui ont 18 ans en 2013, il faut les rajouter dans le fichier pour que le fichier soit un fichier correct. Selon le président du réseau, au PNUD, sur 1 milliard de francs CFA consacrés aux élections en 2012, un dixième, soit 130 millions, est réservé à 17 organisations de la société civile. Ce fonds jugé insuffisant n'est d'ailleurs pas encore décaissé, a conclu le président du réseau APEM. Tout est mis en œuvre pour éradiquer le terrorisme et assurer la quiétude des populations. C'est l'engagement donné par les forces maliennes, françaises et burkinabées du fuseau ouest. Pour les précisions, suivons nos envoyés spéciaux à Lucien Touré et Adama Kamara. Logofri, à 15 km de Diabali, est l'une des bases avancées de l'armée française. Les armées alliées poursuivent leur offensive contre les terroristes. Dans le fuseau ouest, la traque est engagée contre ceux qui ont occupé la forêt du Ouagadou. Fantassins maliens, engins blindés et engins volants sont mis à contribution. Les unités sont en train d'évoluer sur le terrain en vue de reconnaître la forêt du Ouagadou, détruire tout ennemi rencontré et ensuite contrôler cette zone-là. On a déjà entamé, ou bien du moins fait la première phase, c'est-à-dire le temps zéro, qui consistait à déployer les unités sur leur position. Donc présentement, ils sont en train d'effectuer le deuxième temps, qui consiste à reconnaître certains points particuliers pouvant abriter l'ennemi. Pendant que les forces maliennes sont engagées dans cette bataille, le bataillon burkinabé assure les arrières en sécurisant les localités libérées. Par la même occasion, c'est aussi une intervention au profit du Burkina lui-même, parce que la menace est en commune, et que ce soit au Mali ou dans toute la sous-région, c'est sûr que chacune des armées, chacun des pays allait tôt ou tard avoir affaire à cette vague de montée djihadiste. L'opération est conjointement menée par le Mali, la MISMA et la force Serval, qui sert d'interface entre les deux. L'opération se poursuit dans de bonnes conditions, malgré le fait que le terrain à contrôler soit particulièrement difficile d'accès et vaste. Les troupes progressent ce matin comme prévu dans le plan de manœuvre. Donc les choses se passent bien. L'armée malienne a fait de gros efforts pour mettre sur place les moyens permettant de remplir cette mission, et on peut dire qu'elle se déroule pour l'instant de façon normale. Notre rôle est d'établir la liaison entre la force Serval et l'armée malienne qui opère dans ce secteur, d'apporter également une assistance dans la conduite et la coordination des opérations et, si nécessaire, un appui aux forces engagées sur le terrain. Logofri, cette base est désormais le point de ralliement des différentes forces du fuseau ouest. À présent, découvrons ensemble les instruments de torture utilisés par le Moujao lors de l'occupation de la ville de Gao. Nos envoyés spéciaux, Moussa Arimaïga et Aliou Touré, nous montrent ce soir en exclusivité les chaises et les fouets ayant respectivement servi à l'amputation et aux flagellations des citoyens. Le fouet du commissaire Abou Mahamar, c'est avec ça qu'il appliquait la charia. Le fouet du Moujao, encore appelé dans la cité des Askia, le fouet du commissaire islamique de Gao, Alou Mahamar Touré, de son nom islamique, Aliou Abou, à charge de l'application de la charia, le voilà. Fait de peau d'hippopotame, rugueux, robuste, effilé et d'une résistance à l'infini, le fouet du Moujao est long de 84 cm. Ce fouet reste le symbole des témoignages vivants à la dimension de la terreur infligée et des exactions commises volontairement par le Moujao et alliés du MNLA au nom de leur charia sur les populations de Gao.
Et là, sur cette place de l'indépendance, par eux baptisés à l'occasion place de la charia, pour suivre l'inadmissible et l'intolérable devant le degré zéro de la dignité humaine. Que de témoignages. Je me demande si un être normal peut se permettre alors de chicoter des humains avec ça. Alors, le commissaire Aliou Mahammar dit Abou Mahammar. C'est un natif de Gao? C'est un natif de Gao, il est de Gadé. Contre une armée bien équipée et des menus, on ne trouvait pas grand-chose. Donc on a reçu des coups de crosse, on a reçu des coups de cravache. Depuis que j'ai été agressé, mes collègues ont été agressés, que je suis parti à Bamako, que l'Argo a été fermé, c'était un autre chaos qui est comme installé sur la population, donc les gens souffraient beaucoup de l'absence de la radio, et l'absence de la radio, ça joue beaucoup sur les gens. Et avec la fermeture de la radio, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de vieux ont encore quitté Gao pour aller se réfugier ailleurs. Ça veut dire que l'absence ou la fermeture de la radio, ça a vraiment joué sur nos populations qui nous ont vraiment soutenus dans le passé. C'est fouillé sur le fouillé d'Aliou. Les commissaires de police, c'est avec cette fouillée-là qu'ils appliquaient la charia. Oui, c'est le fouillé, c'est confectionné en peau de cuir d'hippopotame. J'étais victime des gens de Moujao. J'étais sur ma moto, je venais de Local lorsqu'ils m'ont bousculé. D'après, les femmes ne peuvent pas conduire une moto d'après la charia. Vraiment, les gens de Moujao, ils sont tellement mauvais. On ne veut même pas qu'ils soient ici encore. Tu le connais? Oui, je le connais. C'est le fouet? Oui, c'est le fouet. Même si on frappe, ils vont dire à la personne de dire Allah Akbar, la personne va dire Allah Akbar. Après ces scènes honteuses et révoltantes, faites de flagellation et d'humiliation publique, de tortures morales et physiques de toutes sortes, imposées à des populations impuissantes, cette fois, voilà sur le même espace, la place de l'indépendance de Gao, les 3 chaises du Moujao jalousement gardées par les jeunes patrouilleurs. Des chaises sur lesquelles sont attachés les proposés à l'amputation au nom de la charia et sur lesquelles des amputations ont déjà eu lieu. Et en voilà deux victimes. Du reste, les 2 dernières victimes du Moujao à Gao, elles ont pour nom Al-Mozar Issa Yatara et Al-Gallas Agmoutkeil, ouvriers, tous natifs de Gao, victimes d'amputation de la charia du Moujao de la main droite, en 2 jours d'intervalle et sur la même chaise. Avec ce fouet fait de peau d'hippopotame, qui appartient donc au commissaire de Gao, appelé Aliou Mahammar dit Aliou Abou, prennent fin donc les flagellations sur les femmes et les enfants en région de Gao. Ainsi prend fin le cauchemar du Moujao, du MNLA, d'Acmi et d'Ansardine pour un Mali libre et démocratique. Voilà un document exclusif signé Moussa Arimaïga, Aliou Touré, nos envoyés spéciaux. Et nous revenons sur la visite du sous-secrétaire général chargé des opérations de maintien de la paix de l'ONU. En mission donc au Mali, mission de prospection. Edmond Mulet s'est entretenu ce matin avec le Premier ministre Django Sissoko. Et entre les 2 personnalités, la question de la transformation de la MISMA en une force de maintien de la paix sous la direction des Nations Unies était au centre des entretiens. Pour rappel, le sous-secrétaire général de l'ONU est à Bamako pour recenser également les besoins et les priorités du Mali afin d'aider les autorités de transition à faire face aux défis actuels du pays. Voilà, le sous-secrétaire général chargé des opérations reçu par le Premier ministre. Séjour à Tombouctou d'une mission composée des représentants de l'UNICEF, du PAM et du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Sur place, elle a fait une évaluation de l'état des lieux avant de rencontrer les responsables de l'éducation. Les élèves de l'école d'Abaradjou ont reçu des fournitures scolaires de la part des visiteurs. Envoyés spéciaux, Sherif Moulay et Adama Djimdi. Cette mission conjointe UNICEF, PAM et OCHA, Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, vient d'arriver à Tombouctou. Objectif, évaluer la situation en vue d'apporter des solutions. Dans le cadre de la mission, de façon symbolique, l'UNICEF a voulu distribuer des matériels didactiques
où il y a un kit pour l'enseignant, un kit pour l'élève et un kit pour l'école. Donc je crois que ça, c'est une façon vraiment de réduire les coûts de la scolarisation pour les parents. À l'école Maman Fondougoumou, la délégation a rencontré la direction et les parents d'élèves avant de remettre aux enfants des cahiers et autres kits scolaires. Un geste favorablement accueilli par les bénéficiaires. C'est venu au moment où on en a besoin, parce que les élèves sont découragés, les parents d'élèves sont découragés. Avec ce petit matériel, peut-être les élèves vont travailler, ils auront un peu de courage pour travailler. À l'Académie d'enseignement de Tombouctou, les entretiens ont porté sur la sécurité et les difficultés rencontrées par rapport au démarrage des cours. La mission a pu constater que l'école manque de tout, matériel aussi bien que mobilier enseignant. À ce niveau, les retraités se disent prêts à répandre la craie. En tant que retraités, donc du troisième âge, ils se sont dit, bon, en attendant que la situation soit rétablie, nous sommes prêts à nous sacrifier et à prendre à charge les classes en attendant qu'une solution soit trouvée. Donc la volonté est toujours là. Sur le terrain, tous les besoins ont été recensés. À présent, on s'attend à l'arrivée des cargos humanitaires. Partons au Niger, où une mission de la coalition pour le Mali vient de séjourner. La mission s'est rendue dans les différents camps de réfugiés qui abritent nos compatriotes estimés à 55 000. La délégation était partie s'enquérir de leurs conditions de vie avant de leur transmettre le message de soutien de l'association pour joindre l'acte à la parole. La mission a donné des appuis financiers en guise de contribution à leur prise en charge. Nous écoutons Daouda Maïga, le chef de la mission, au micro de nos envoyés spéciaux à Niamey, Sidi Modibo Dambélé et Mamari Koni. On a rencontré les autorités maliennes ici, notamment l'ambassade, les autorités nigériennes, et nous avons visité les camps de Niamey, les camps de Eirou et le camp de Manguézé pour leur apporter le soutien de la coalition du Mali, qui est une association de la société civile, qui est un creuset de tous les Maliens du nord, du centre, du sud, des blancs comme des noirs, comme on dit, des personnes qui sont soucieuses de l'avenir de notre pays, qui a été sérieusement éclaboussé et secoué par les derniers événements que vous avez connus. Donc pour nous, venir au Niger, rencontrer nos frères réfugiés est une façon de leur apporter notre soutien. Nous avons bien entendu apporter un petit soutien matériel, mais surtout discuter avec eux, connaître leurs problèmes, leur expliquer que la nation tout entière pense à eux et leur expliquer un peu l'évolution politique actuelle des événements qui vont certainement tendre vers des élections, vers un retour proche des réfugiés vers leur mère patrie. Ouverture ce matin à Addis Abeba de la 5e réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 5. Plusieurs personnalités du continent prennent part aux travaux. La délégation malienne est conduite par le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Demba Traoré. La rencontre qui prépare le sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu du 1er au 3 juin 2013 à Yokohama examinera la déclaration et le plan d'action du sommet, nous informe notre correspondant Alassane Djambélé. Rencontre et échange entre les autorités régionales et les responsables des syndicats des travailleurs sur les grandes questions de l'heure, c'était à l'occasion d'une visite du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, Mamadou Namouri Traoré, en 3e région. Au RTM Sikasso, Sekou Konati. En arrivant dans la capitale du Kénédougou, le ministre en charge du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions s'inscrit là dans une démarche essentielle pour les autorités de la transition, à savoir le contact permanent avec la base. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer l'adhésion et le soutien de l'ensemble des forces vives de la région de Sikasso au gouvernement de la République pour tous les efforts entrepris dans la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire que notre pays traverse. Premier acte, la rencontre avec les cadres régionaux, civils et militaires. Face à ces cadres, le ministre Traoré a tout d'abord rappelé les 2 missions prioritaires du gouvernement de transition, défini les missions de son département avant de s'appesantir sur les questions de recrutement. Quel est l'objet de ces concours? C'est de choisir les meilleurs parmi les meilleurs. Et qu'il n'y ait pas de contestation. Si les concours se déroulent comme ça et que ce sont les meilleurs qui sont choisis, ceux qui n'ont pas été admis peuvent être soulagés parce qu'ils se disent « Ah, c'est parce que les meilleurs ont été choisis ».
Avec les représentants des syndicats de travailleurs et organisations patronales, les échanges ont essentiellement porté sur les préoccupations de l'heure et qui ont pour nom l'accalmie sur le front social, la gestion des faux diplômes, le recrutement comme avec les cadres dans la matinée et l'application de la nouvelle grille. L'emploi public est très minime, à peine 1% de la demande. Donc, il faut qu'on sache qu'il y a d'autres alternatives et que ce sont ces alternatives qui peuvent permettre de résoudre la question du chômage, qui est une question lancinante, pas seulement pour le Mali, mais pour l'ensemble des pays du monde. Une visite de terrain fort enrichissante au regard des éclairages apportés. A signaler qu'en marge de cette visite de travail, le ministre Traoré a rendu hommage au vieux Mahaman Touré, médaillé d'or de l'indépendance qui s'est éteint mercredi à Sikasso et dont les obsèques ont eu lieu vendredi. En 5e région, les efforts du programme Action de promotion humaine APH Caritas Mali de Mopti, cercle de Bandiagara, ne faiblissent pas dans le domaine de la protection et la sauvegarde de l'environnement. Il vient de remettre des équipements de lutte anti-érosive à 6 communes du cercle de Bandiagara pour un coût de plus de 31 millions de francs CFA. Jules Sambou-Sissoko, les détails. La protection de l'environnement et la sécurité alimentaire sont le cheval de bataille du programme Action de promotion humaine au pays d'Ogon, le cercle de Bandiagara en particulier. Le défi est majeur. Voilà pourquoi APH ne lésine pas sur les moyens pour mieux doter les populations. Cet appui concerne 30 villages avec 300 unités de production agricole de 6 communes. Les communes de Barassara, Timniri, Diamnati, Doganbere, Dukombo, Kenji, constituées de 300 brouettes, 300 marteaux de 5 kg et 60 baramines. La valeur monétaire de ces équipements, 31 280 000 francs CFA et leur utilité poussent à l'engagement pour le progrès collectif. L'APS est vraiment beaucoup félicité dans le cercle de Bandiagara. Je peux dire l'APS a creusé les puits à grand diamètre, les barrages, les diguettes. L'APH a beaucoup réalisé. Les actions positives multiformes de APH et ses partenaires contribuent efficacement aux efforts de développement des autorités du Mali. La présente cérémonie nous montre tout l'intérêt qu'accorde APH au développement de notre cercle. L'objectif visé par cette activité, celui d'augmenter la production et la productivité des unités de production. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des activités du projet triennal de renforcement de la sécurité alimentaire 2011-2013 dans le cercle de Bandiagara. 11e session du conseil d'administration du CICB. Le conseil a fait le bilan de 2012 et les projections pour 2013. Pour 2013, le budget de fonctionnement est estimé à plus de 1 milliard de francs CFA. Youssouf Diakité. Environ 1,5 milliard de francs CFA, c'est le budget prévisionnel pour les activités de 2013 du Centre international des conférences de Bamako. Ce chiffre a été dévoilé à la faveur de la 11e session ordinaire de son conseil d'administration. Les difficultés sont de 3 niveaux. Nous avons principalement sur le plan technique, les appareils et installations techniques sont d'une vieille technologie. Ensuite, sur le plan financier, avec la rareté des activités donc liées à la crise et surtout les impayés liés aux services publics et aux autres usagers. Et sur le bâtiment aussi, le bâtiment a plus de 18 ans. Le CICB a plus de 18 ans et il n'a subi qu'une rénovation partielle en 2005 lors du sommet Afrique-France. Donc le CICB a besoin d'une rénovation totale. Le président du conseil d'administration et non moins ministre de la Culture estime que le prélèvement des tarifs ou des prestations donnera un souffle nouveau à la structure. Au regard des facteurs endogènes et exogènes développés dans le présent document, la direction générale du CICB a soumis de nouveau à votre appréciation sa demande de relèvement des tarifs afin de permettre à la structure de constituer un fonds de réserve lui permettant de faire face aux charges des activités inopinées de souveraineté. De ces travaux, espère-t-il, sortiront des recommandations et des orientations qui permettront au centre d'améliorer ses performances.
Demain, 17 mars 2013, l'amicale des anciens et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEN, va commémorer la 33e année de la mort de Abdul Karim Kamara dit Cabral. En prélude à l'événement, l'amicale a organisé ce matin une conférence débat sur le thème « Quelle sortie de crise au Mali ?» Les organisateurs proposent plusieurs solutions dont le renforcement du processus démocratique, la mobilisation des ressources financières pour un programme d'investissement. Agali Ag Adissa, reportage. Quelle sortie de crise au Mali? L'amicale des anciens et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEN, tente de trouver une solution à cette question en organisant cette conférence débat. Une rencontre qui a permis aux conférenciers de faire un regard rétrospectif de la situation que connaît notre pays. Selon ce dernier, la faiblesse de l'autorité de l'État, les sous-équipements de l'armée sont entre autres les causes de la crise. Il propose ainsi diverses solutions pour une sortie de crise. Il faut renforcer l'intégration des régions nord au reste du pays à travers une politique intelligente, engagée et soutenue. Il faut renforcer le processus démocratique et les institutions de la République, garant d'un État fort respecté. Réinventer la gouvernance de la base au sommet, en luttant ouvertement et sincèrement contre la corruption et ses effets néfastes. Il faut criminaliser le recours aux armes et la rébellion armée. Mais il doit avoir des antécédents à ces pistes de solutions. Ces préalables ont pour nom la reconquête totale de l'intégrité du territoire, le désarmement des groupes armés, la traduction en justice de tous les coupables. Ces propositions semblent être partagées par l'assistance car la plupart des intervenants ont abondé dans le même sens que le conférencier. Nous disons que la sortie de crise au Mali passe nécessairement par un État fort sans être tyrannique. Un État dans lequel chaque institution jouera pleinement son rôle au seul bénéfice du peuple, de tout le peuple. Auparavant, des diplômes de reconnaissance ont été remis aux représentants des militaires tombés sur le champ d'honneur. Et un mot du sport, c'est demain dimanche 17 mars que les juniors maliens affrontent ceux du Nigeria au compte de la 18e Coupe d'Afrique des Nations juniors. Après 10 jours de préparation au Maroc, les juniors maliens ont rallié ce mercredi au rang en Algérie pour la phase finale de la CAN de leur catégorie. Logé dans le groupe B en compagnie du Nigeria, du Gabon et de la RDC, le Mali aborde cette compétition avec beaucoup de confiance et ambitionne de remporter le trophée de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations juniors. Comment se passent les derniers jours à Oran avant le premier match prévu demain contre le Nigeria? Éléments de réponse avec nos envoyés spéciaux à Oran, Ousmane Daou et Mamadou Sidibé. C'est dans une atmosphère bon enfant que les juniors abordent cette Coupe d'Afrique des Nations. Après 10 jours de préparation au Maroc, ponctué par un match amical contre l'Égypte 0-0 entre les deux formations, les juniors maliens ont rallié mercredi Oran, la ville qui abrite le groupe B de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations juniors Algérie 2013. Chants, danse, une ambiance extraordinaire à chaque retour des entraînements pour préparer cette première sortie face au Nigeria. Malgré tout, la méfiance demeure car le premier match est toujours capital dans une compétition. Le premier match qu'on va aborder le dimanche contre le Nigeria, c'est un match capital pour nous. C'est le tournant du match. Si on rentre dans la compétition par la manière, on peut aller loin. Cette année, le Mali ambitionne d'être sur le podium. Pourquoi pas remporter le trophée, car à cœur vaillant, rien d'impossible. Cette année, notre objectif est de venir. On est venu pour prendre la CAN, Inch'Allah. Mais surtout, le premier match contre le Nigeria, on va faire tout pour gagner ce match. On dirait qu'il y aura un groupe très solidaire, soudé comme vous l'avez si bien vu lors de l'entraînement. Comme est le groupe, nous sommes vraiment solidaires, soudés. Qu'à cela ne tienne, les Aiglons devront batailler fort dans un groupe où le moindre faux pas sera fatal. Pour ce match inaugural contre le Nigeria, qui a toujours eu le dernier mot face au Mali, mais les années se suivent et ne se ressemblent pas. Pour jouer contre le Nigeria, il faut s'attendre à des balles longues, des balles en profondeur et des tirs. On va neutraliser le jeu nigérien, soyez sûr. Mais c'est à nous maintenant d'exploiter nos occasions.
L'équipe peut également compter sur quelques individualités qui peuvent faire la différence, ajoutée à l'état d'esprit de groupe dont elle a fait montre pendant les éliminatoires. Pour ce premier match, 3 joueurs manqueront à l'appel. Il s'agit du défenseur de l'AS Bakary Diagne Baraouli Mamadou Traoré, suspendu, de l'avancement du Djoliba c'est Mahaman Sissé blessé, et du gardien des 11 créateurs de Nyarila Germain Berté qui est parti en Tunisie pour jouer avec sa formation en Coupe d'Afrique des clubs. Mali-Nigeria, c'est ce dimanche à 16h30 temps universel au stade de Oran. Et notez qu'en match d'ouverture de cette CAN junior, l'Algérie et le Bénin ont concédé le nul 0-0. Vous pouvez suivre après ce journal et les émissions religieuses la deuxième rencontre du jour entre le Ghana et l'Égypte. Donc Nigeria-Mali, c'est demain à partir de 17h30 sur votre télévision nationale. Bonne chance aux juniors. Autre nouvelle sportive, en 16e finale allée de la Coupe de la Confédération, les 11 créateurs ont été défaits par l'Étoile du Sahel de Tunisie, 2-1. Les joueurs de Nyarila ont d'abord ouvert le score par Amidou Sinayogo avant d'encaisser 2 buts en deuxième mi-temps. Demain, l'US Bougouni jouera en Angola contre Recreativo Kala, je vais y arriver. En Ligue des Champions, nos représentants évolueront à l'extérieur. Demain, le Djoliba AC rencontre à Addis Abeba, Saint-Georges d'Éthiopie. Le stade malien de Bamako sera face à Casasport à Dakar. Fin de ce journal. Merci à nos téléspectateurs de la Mauritanie. Demain, 13h, Mohamed Touré. Je serai là pour la grande édition. Bon week-end en notre compagnie. Bonsoir à tous.